à vous, c'est votre rendez-vous de l'Hebdo du Sud Mag. Pour cette édition de ce vendredi 19 avril, on vous fait découvrir la Brigade Verte, le dispositif APRA, la reproduction des animaux et le gaspillage alimentaire. On vous plongera également sous un village enfoui, on vous secouera avec des activités sportives et on vous perdra dans un parc somptueux. Le tout en compagnie de notre Miss Météo, des équipes de Culture C et de Dans ma rue, nous ne sommes donc pas seuls. Accrochez-vous les amis, l'Hebdo du Sud Mag de la province Sud, ça commence maintenant. Depuis 2022, la province Sud, avec le concours financier de l'État, intervient sous forme de chantier d'insertion sur Nouméa et son agglomération. Cette année, le chantier de la Brigade Verte a été initié et une équipe itinérante de stagiaires assure depuis peu l'entretien des espaces verts. À savoir que 3 sites ont déjà été encadrés comme Koekara, la VE1 et le site des Manguiers à Endy. Ils sont originaires de Nouméa, Lifou, Marais, Bourail ou même de Wallis. Ces 8 jeunes sont les premiers à intégrer la Brigade Verte, un nouveau dispositif d'insertion dont l'objectif est de former les stagiaires dans les domaines de l'entretien des espaces verts. Le premier site d'intervention est celui de Koekara. L'opération consiste à effectuer des travaux de restauration écologique et à ouvrir des pistes au milieu de cette forêt sèche envahie par les faux mimosas. Ça nous permet de s'améliorer, puis ça nous aide beaucoup dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est une formation, qu'on utilise des machines à main nue, on utilise des sables, un peu de tout matériel. Ça me permet de m'intégrer dans la vie sociale et d'insérer un peu un autre cadre de vie habituel de la tribu. Ça peut servir à beaucoup de jeunes, surtout ici en Nouvelle-Calédonie, qui cherchent du travail pour eux. Ça nous aide bien. Ce mercredi 17 avril, la Brigade Verte a reçu la visite de Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud. Depuis 2022, l'institution intervient avec le concours de l'État sous forme de chantier d'insertion sur la zone de Nouméa et de son agglomération. Les Brigades Vertes sont issues d'une volonté de l'exécutif de mettre en place une équipe itinérante de stagiaires assurant l'entretien des espaces verts sur les sites provinciaux, peu ou pas valorisés. L'idée, c'est de prendre des gens de tous horizons qui sont en recherche d'une première marche sur laquelle s'appuyer pour pouvoir rentrer dans le circuit de l'employabilité. Et la philosophie de ce dispositif, c'est qu'on puisse permettre à n'importe qui a la volonté, qui veut se lever le matin, de pouvoir faire cette formation et de démontrer son savoir-être, sa capacité à être un employé qui travaille en équipe, qui applique les consignes, qui a en fait le profil que cherche le chef d'entreprise. Parce que dans le monde de l'entreprise, dont je viens à l'origine, ce qui est plus important que le diplôme, c'est d'abord l'attitude. Donc cette opération ici à Koekara, c'est une opération pilote. On veut démontrer que ce dispositif des Brigades Vertes, il marche. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a rassuré et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on puisse développer ce système, intégrer de plus en plus de jeunes pour les amener vers l'entreprise. Ces chantiers d'insertion ont démarré début mars pour une durée de 6 mois. Les stagiaires sont rémunérés pendant leur formation et recevront un diplôme à l'issue de cette période. Un diplôme qui leur permettra de valoriser cette expérience auprès d'employeurs et de s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Je pense que c'est vraiment intéressant de sortir avec un certificat qui dit oui, il a terminé le stage. C'est un bon. On a vu tout à l'heure que les jeunes, ça vient un peu de partout. De la Grande Terre, de Lifou, de Ouvéa, de Marais même. Il y a aussi des autres pays qui sont extérieurs de la Calédonie. Il y a des jeunes qui sont dedans. Et ça, on partage ensemble avec ces... peut-être ils ont des problèmes, ils ont des soucis aussi. Nous, on partage ensemble. Je ne les laisse pas comme ça faire leur boulot sans parler, sans discuter, sans partager. On essaye de partager un petit peu ce qu'eux, ils ont chez eux. Et moi, j'ai vécu aussi chez moi. Les prochaines interventions de la Brigade Verte se dérouleront sur le site des Manguiers pour y sécuriser le centre d'accueil d'urgence des femmes victimes de violences, ainsi que pour y aménager des sentiers culturels. Puis, la Brigade Verte interviendra dans le quartier de Logicop pour défricher une zone qui pose des problèmes de sécurité auprès des riverains et ainsi faciliter l'intervention des forces de l'ordre en cas de besoin. Merci.
Retour sur une actualité plutôt mouvementée cette semaine. À Rivière-Salée, l'ancienne école primaire Morissette de Vambèze est devenue la case des sciences. Elle accueillera les scolaires et le grand public dès le mois de juillet, lors d'événements visant à diffuser, vulgariser et à promouvoir la culture scientifique. Un budget de 13,5 millions de francs a été financé par la province Sud sous le dispositif du budget participatif. Virginie Ruffnac, élue provinciale et marraine de la case des sciences, était présente. Bien dans mes claquettes. Et non, je ne parle pas de mes chaussures, mais bien de cette étude d'envergure lancée par la province Sud en 2022 qui vise à mieux connaître le quotidien des adolescents afin d'adapter la stratégie jeunesse provinciale. Quelques 3000 collégiens sont concernés par ce questionnaire. Au CNC, c'est-à-dire au Cercle Nautique Calédonien, s'est tenue une conférence sur l'échouage des tortues en Nouvelle-Calédonie. Présentée par le Dr Tiffen Reed, chef du service adjointe auprès de la 3DT, elle nous informe entre autres que 5 espèces de tortues marines ont été recensées parmi les 406 échouages documentés entre 1999 et 2021. À la fois, les agents de la subdivision nord de la Direction provinciale de l'aménagement et de l'équipement et des moyens, l'ADAM, ont reçu la visite de Sonia Baquès. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des visites que la présidente a entrepris depuis le début de la mandature dans les directions provinciales. Une trentaine d'agents étaient présents. Et enfin sur Tio, Laura Vandegou, présidente de la commission de la condition féminine, a animé un débat et des échanges sur les droits des femmes en Nouvelle-Calédonie. On tourne la page maintenant sur cette actualité chargée et on vous plonge dans l'histoire de l'exploitation forestière et minière de la Nouvelle-Calédonie en pénétrant un village enfoui sous les banians. Mais de quel village je parle? C'est tout de suite dans Culture C. Le village de Prony et son histoire. Le village de Prony est... Chez la sœur, trompez la route. C'est la baie de Prony. Machin, les baleines, tout ça là. Non monsieur, je me suis pas trompée. On va bien parler du village de Prony aujourd'hui. Comment ça? Il y a un village à Prony? Le village de Prony est un pilier de l'histoire du bagne en Nouvelle-Calédonie. Le nom de ce village vient de la corvette Le Prony qui, en 1854, quitte Nouméa pour partir explorer d'autres lieux. Son capitaine et équipage découvrent alors la baie de Prony. Ah, c'est pour ça, bateau Prony, baie de Prony. Quelle perspicacité! Chez, détends-toi, c'est toi le crustacé. La Nouvelle-Calédonie se développant de plus en plus, les ressources en matériaux sont de plus en plus nécessaires. C'est pourquoi le capitaine Sébert est missionné pour implanter une exploitation forestière. Disposant d'une équipe de 29 transportés, Oui, bah c'est des bagnards quoi. ce fameux capitaine Sébert établit en 1867 un chantier d'exploitation des ressources forestières de la baie et il est appelé le camp... Prony? Non, Sébert, le camp Sébert. Ah. Le chantier entre rapidement en production et approvisionne la colonie en bois. Au fil des ans, l'exploitation se développe et s'agrandit pour finalement être laissée à l'abandon et fermera définitivement en 1911. En 1956, la Socamifère implante sur les ruines du chantier forestier des logements habités par les familles des mineurs employés à l'extraction du minerai de fer. Mais en 1968, le site est à nouveau abandonné. En 1990, l'association du village de Prony est fondée et se compose des nouveaux habitants de ce lieu. Celle-ci œuvre depuis pour la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine exceptionnel du site et de sa baie. Eh mais eux les vrais! C'est vrai qu'il faut protéger notre patrimoine électoral, c'est important. T'es fatigant. Et petite info qui va t'intéresser, on raconte qu'un bagnard heureux au jeu est mort sans divulguer la cachette de son trésor situé dans le village. Mais non! Mais tu fais quoi ce week-end, par hasard? Juste pour savoir. Petit indice pour la semaine prochaine avec le mot omelette. Et maintenant, APRA. C'est toujours et encore un dispositif d'aide ayant pour objectif d'aider les propriétaires à rénover ou améliorer leur logement en fonction de leurs revenus. A noter que ces travaux peuvent prendre la forme d'une unité de vie, qu'il s'agisse d'une construction qui comprend une pièce à vivre, un sanitaire ou un coin cuisine, cette construction doit simplement être séparée de l'habitation principale. Plus de détails dans le reportage qui suit. Rénover son logement lorsqu'on est propriétaire, ce n'est pas toujours évident. Le dispositif d'aide provinciale à la rénovation et à l'amélioration de l'habitat répond aux difficultés rencontrées par certains propriétaires. C'est le cas de Louise Gastaldi, qui habite Porte de Fer et qui a sollicité la direction de l'emploi et du logement alors que sa maison était attaquée par les termites. Toiture endommagée, inondations et électricité hors normes, après plusieurs semaines de travaux, elle vit enfin à nouveau dans un logement sain et bien plus agréable à vivre.
Il y a à peu près un an de ça, j'ai fait l'état des lieux de ce bâtiment et tous les éléments de la charpente couverture étaient, de la charpente était en bois et très attaqués par des termites de sol. Donc ça présentait un très gros risque pour la propriétaire. Donc dans le dossier, j'ai chiffré la charpente, la couverture, l'entièreté des plafonds et le réseau électrique qui n'était pas conforme. Donc nous l'avons remplacé intégralement aussi. Donc là, on part sur une charpente couverture entièrement neuve. On a pu enlever tous les éléments bois termités et remplacer tout en métal. Le dispositif APRA permet d'aider les ménages sous certains plafonds de revenus et qui ne peuvent avoir accès aux prêts bancaires pour l'ensemble du projet. Après étude du dossier par la Direction de l'Emploi et du Logement, le montant de l'aide peut aller jusqu'à 4 millions de francs, auquel s'ajoute une subvention supplémentaire de 500 000 francs pour l'installation de 2 équipements verts au minimum. Les travaux sont ensuite confiés à un opérateur mandaté par la province. Tout ce que je conseillerais moi, aux gens qui ont ce problème-là, qu'ils fassent confiance, comme moi j'ai fait confiance pour tout à la province sud, qui nous aide vraiment. La moindre question, vous n'hésitez pas. Plus tôt on est au courant et plus c'est facile pour nous d'organiser après. Merci à vous, Madame Gastaldi. Ah, voilà. Merci. Et si on ne se revoit pas, c'est que j'aurais bien fait mon travail. Même constat chez Monsieur et Madame Touata à la rivière Salée. L'état des lieux de leur logement en 2022 décrit une toiture endommagée, une salle d'eau inadaptée et un réseau d'assainissement défaillant. Leur dossier est pris en charge par la province sud et les travaux réalisés permettent aujourd'hui aux couples, âgés de 83 et 77 ans, de dormir en sécurité et plus sereinement. Donc voilà la fameuse salle de bain. Qui à l'origine, ici, on avait un rebord de pratiquement de 15 cm. On l'a supprimé. On est très satisfait de la fin des travaux. En tout cas, c'était vraiment pour réserver, pour privilégier un peu le bien-être de notre papa, qui habite ici et qui a beaucoup de problèmes de santé. Et du coup, là, ça le facilite beaucoup. Et là, vraiment un confort vraiment satisfaisant. Et vraiment, là, c'était vraiment un bien-être pour lui. C'est un dispositif de la province sud, donc qui est ouvert à l'ensemble des résidents de la province sud. Nous intervenons ici à Nouméa, nous intervenons à l'île des Pins, nous intervenons jusqu'à Thio, dans la tribu de Petit-Libourindi. Dès lors qu'on trouve des entreprises qui sont susceptibles de faire des travaux de rénovation pour nos administrés, nous intervenons. L'APRA est l'un des 3 dispositifs d'aide au logement en province sud. Les 2 autres, la FAPS et le LAPS, sont destinés aux personnes souhaitant acquérir un logement. A noter que dans chacun de ces 3 dispositifs, la province sud intervient à hauteur de 25% du montant de la subvention et l'État intervient à 75% dans le cadre du contrat de développement État-province. L'ensemble de ces dispositifs sont à retrouver sur le site internet de la province sud. À savoir que sur le site de la province sud, des formulaires de demande d'aide sont disponibles. À ce jour, 11 aides peuvent être estimées grâce au simulateur. Alors comme vous le savez, la pratique du sport est assez répandue sur le Caillou. Nos paysages variés offrent de multiples possibilités d'activités sportives, en plein air, en montagne ou dans le lagon. Quelle est votre activité préférée? Réponse dans ma rue. Un petit peu, j'ai repris cette année du coup, ça va avec, donc c'est encore plus intéressant de fêter Pâques quand on a des bonnes résolutions en 2024 et j'ai repris le sport récemment, donc ouais, ça va. Un peu de course à pied, du rameur et du vélo. Quand on dépasse la quarantaine, il faut commencer à prendre soin de soi. Oui, marcher. Pas de football? Non. Oui, je fais de la marche, du basket. Le vendredi et le mercredi pour essayer de maigrir un petit peu. Tu fais quoi comme sport? Voler. Sur plage ou? Non, en salle, parce que je joue tout le temps à la tribune et c'est pour jouer avec la famille. Ah, pas beaucoup, non, parce que je vis sur une île et on n'a pas tout ce qu'il faut. Je fais la course, je fais du vélo, puis je joue au foot tous les mercredis. Je faisais, j'ai arrêté. Tu faisais quoi comme sport? Du foot. Et le sport, vous en faites beaucoup? Oui. Quel sport vous pratiquez? La danse. Pas du tout. Et vous, jeune fille, vous faites du sport? Oui, un peu. Je fais de la danse tahitienne 3 fois par semaine. Ouais, de temps en temps. Au football, voilà, tous les week-ends.
Après les cours? Du tout. Mais je marche tous les jours pour aller au travail. Course à pied et natation. Dès que possible, dès que je peux, ouais, je le fais 3 fois par semaine. Je ne suis pas en déplacement, ouais, j'essaie de le faire régulièrement. C'est facile et ça me permet d'être un petit peu à l'extérieur. J'aime pas trop le sport en salle, donc je préfère être à l'extérieur et profiter un petit peu voilà, de sortir. Oui, un peu, au lycée. J'ai fait de la boxe, de la danse, voilà, des petits trucs comme ça. Oui, avant, mais là, moi je faisais du foot pour s'amuser. Pour moi, c'est un bon sport. J'aime bien parce que tu fais que de courir derrière un ballon. Du sport, tu en fais beaucoup? Oui, j'ai fait de la natation pendant 8 ans et là je fais de l'escalade et je cours aussi. Parce qu'ils permettent de se dépenser et puis c'est des sports où après on peut faire de la compétition et puis c'est bien et j'aime bien parce que c'est assez intensif et puis on peut se défouler avec nos amis et voilà. Et l'ambiance aussi elle est cool. C'est ce qui motive à rester. Voilà, plus du sport c'est mieux aussi. Plutôt, je sais pas, du foot, la marche, tous les jours. 2 fois ou 3 fois par semaine. Du sport, mais c'est la muscu. Moi j'aime surtout, non je fais pas vraiment du sport, je fais plutôt de la marche, j'aime bien marcher. Parce que c'est agréable, ça détend, et ça fait du bien. Je faisais de l'escalade avec ma famille, 2 fois par semaine, mais j'ai arrêté. Je faisais de l'escalade, du coup j'ai voulu faire avec eux. Après le sport, direction les animaux. Même plutôt la reproduction de certains animaux avec le centre de collecte et de congélation de semences bovines, équines et ovines caprines. La province Sud a financé en 2022 et 2023 du matériel pour ce projet qui est porté par l'UCS pour les 3 UPRA concernés. Les UPRA ont pour mission principale l'amélioration et la diffusion de la génétique des cheptels calédoniens. Pour le coup, on est bien sur le terrain et en pratique même avec Stéphane Tillon, vétérinaire libéral sur la zone de Lafoix, Bouloupari et Tontouta. La province Sud finance depuis 2022 l'évolution et le développement d'un centre de collecte et de congélation de semences bovines, équines et ovines caprines. L'objectif de ce projet est de sécuriser la meilleure génétique locale afin de faciliter l'accès à cette génétique pour tous les éleveurs du territoire. Il permettra également de développer des marchés à l'export, notamment dans le Pacifique. Stéphane Tillon, vétérinaire libéral, nous ouvre les portes de ce premier essai. Alors le travail aujourd'hui consiste à mettre en paillettes des semences de taureaux. Bien sûr, il n'y a pas tous les animaux qui sont éligibles pour la mise en paillettes. Donc c'est pour ça qu'une fois le prélèvement fait, on étudie donc la densité, la couleur éventuellement. C'est vrai que la couleur peut aussi, une couleur normale ou anormale peut être éliminatoire. Ensuite, la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité de masse. Et après, la motilité, donc ça c'est le nombre le pourcentage de spermatozoïdes fléchants dans la semence. Et ensuite, il y a un dernier critère, mais qu'on ne fait pas sur le territoire, qui se fait en Australie, qui est la morphologie des spermatozoïdes. Pour chaque valeur, on a des seuils à dépasser. Et en fonction du résultat final et de l'analyse de chacun de ces seuils, le taureau sera apte pour reproduire ou non, et apte pour la mise en paillette ou non. Donc là, il y a les ondes électriques en fait qui sortent de là. La sonde est posée comme ça dans le rectum du taureau. Et en fait, ça agit sur les muscles lisses et sur le canal déférent, et ce qui permet l'éjaculation. Ça fait les scènes les plus sympas à filmer pour les animaux. Au niveau du process de prélèvement, donc il y a la première étape, le prélèvement de la semence au niveau de l'animal. Ensuite, la deuxième étape, ça sera tout le volet analyse de la semence pour pouvoir
analyser la concentration, savoir combien il y a de spermatozoïdes. Donc après cette partie de collecte, d'analyse, on va diluer pour apporter un milieu qui permettra, ce milieu de dilution qui permettra de nourrir et protéger la semence pendant les étapes d'après de conditionnement et de congélation. 10 minutes, téléphone. 10 minutes à température ambiante. Du coup, 4 degrés jusqu'à... Et bah, tu rajoutes 3 heures, 13h03. Le conditionnement, où on va utiliser l'unité de mise en paillettes, où on va conditionner la semence. Bien entendu, cette semence, on la conditionne dans des paillettes, c'est des petits tubes en plastique qu'on va identifier grâce à l'unité d'impression pour pouvoir assurer la traçabilité. Une fois qu'on a conditionné la semence en paillettes, on va la sceller et ensuite on va la mettre dans l'unité de congélation, tout d'abord dans les vapeurs d'azote pour avoir une descente en température progressive et ensuite les paillettes on les plongera dans l'azote liquide à moins 196 degrés et une fois que ces paillettes de semences seront dans l'azote, on pourra les conserver indéfiniment. L'UCS il a été aidé par la province sud à hauteur de 50% grâce à l'aide à la mutualisation de la province sud. Typiquement, si on n'avait pas eu cette aide, on n'aurait pas pu investir dans ce genre de matériel très spécifique. Ce projet est porté par l'UCS, l'UPRA Calédonie Sélection pour les 3 UPRA concernés. Elles ont pour mission principale l'amélioration et la diffusion de la génétique des cheptels calédoniens et sont formées d'associations d'éleveurs. Chaque UPRA assure la promotion de l'ensemble des races représentées dans son domaine en tenant compte de leurs spécificités et de leur adaptation aux conditions d'élevage de la Nouvelle-Calédonie. C'était les vacances la semaine dernière et en vrai, on a eu un temps pour le moins merveilleux. Est-ce qu'il en sera de même pour ce week-end? Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Alizé et c'est tout de suite. Salut mes fidèles suiveurs et suiveuses de la météo. On se connaît déjà bien, n'est-ce pas? Bon, cessons de bavarder, passons aux choses sérieuses. Le week-end approche à grands pas et voici ce que mon texte nous révèle pour les jours à venir. Alors samedi, du côté sud, eh ben, ça reste plutôt sec, mais avec un ciel qui semble avoir oublié son parapluie puisque celui-ci sera toujours un peu nuageux. Et puis, parlons un peu du vent là, il soufflera de l'est à environ 10 à 15 nœuds avec quelques accélérations par-ci par-là aux extrémités de la Grande Terre jusqu'à 15 à 20 nœuds. Sur la côte ouest, il se joue timide le matin, mais l'après-midi, les brises de sud-est monteront d'un cran à une dizaine de nœuds. Les températures, eh bien, elles joueront les stars et resteront au-dessus des normales de saison. Franchement, ça devient redondant de répéter cette phrase tout le temps, non ? Le soleil se lèvera à 6h06 et se couchera à 17h40. Les marées seront hautes à 5h57 et 18h27 et basses à midi 24. Et voici ce que nous réserve dimanche, eh bien un déluge généralisé. Avec des averses, mais ensuite le soleil m'a confié qu'il reprendra les rênes petit à petit en jouant de son alizé. Maintenant reste à savoir s'il dit vrai. Au départ, le vent viendra de l'est et cela jouera modéré, parfois un peu costaud près des extrémités de la Grande Terre, tandis qu'il fait le timide à l'ouest. Ensuite, il y aura ce retour d'un alizé de sud-est assez remuant. Quant aux températures, elles resteront au-dessus des normales saisonnières au petit matin avant de chuter légèrement. Les maximales, elles, vont suivre la même tendance à la baisse, d'abord à cause des nuages dimanche, puis à cause du retour d'alizé. Le soleil se lèvera toujours à 6h06 et se couchera toujours à 17h40. Les marées seront hautes à 6h34 et 19h06, basses à minuit 21 et très basses à midi 57. Samedi, nous célébrerons les Odettes et dimanche, eh bien, ce sera les Anselmes si mon calendrier est correct. À dimanche, c'est aussi optionnellement la journée mondiale de la créativité et de l'innovation, donc si vous êtes à court d'idées pour célébrer cette journée, soyez créatifs. En ce qui concerne notre lune, elle sera décroissante samedi, elle se lèvera à 15h33 et se couchera à 2h45 et dimanche debout à 16h02 et dodo à 3h34. Dis donc elle paye pas l'OASL, hein? Bon, allez, moi je vous souhaite un délicieux week-end et une belle semaine à venir.
un plaisir cette petite météo provinciale, vous ne trouvez pas? Direction le monde. Un tiers des aliments destinés à la consommation humaine est perdu tout au long de la chaîne alimentaire. La restauration collective et commerciale gaspille 4 fois plus que les particuliers. La province Sud, à travers le schéma provincial de prévention et de gestion des déchets, accompagne les porteurs de projets et les initiatives qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Petit retour sur ce constat alarmant avec Fabienne Bourdeau. Eh oui, 4200 kilos de nourriture jetée à la poubelle chaque année. Alors quel est le calcul qu'on va faire pour savoir combien notre école, elle gaspille d'argent? Des mathématiques appliquées pour ces élèves de CM2 de l'école Gustave Lotz à Logicop. Aujourd'hui, il s'agit de calculer l'ampleur du gaspillage alimentaire de leur école et d'en mesurer les conséquences. Un exemple concret apporté par Fabienne du Centre d'initiation à l'environnement. Elle intervient régulièrement dans les écoles de la province Sud et propose aux élèves de cerner les enjeux du gaspillage alimentaire. Ça fait combien votre classe que vous gaspillez? 1 million votre classe? Non, par an. Donc si on multipliait par l'école, ça ferait combien? T'as trouvé combien? 56 millions. 56 millions. Cette matinée, c'est l'occasion pour les enfants de comprendre avec des exemples concrets toute la chaîne de production des aliments et son impact sur l'environnement. Les matières premières utilisées, la transformation, les moyens de transport, l'énergie utilisée du producteur au consommateur. En quelques heures à peine et sur 4 matinées, les élèves deviennent des consommateurs éclairés et responsabilisés. En moyenne, dans le monde, on jette chacun d'entre nous 176 pots de yaourt. C'est une moyenne mondiale. Ça veut dire qu'effectivement, il y en a qui n'en mangent pas, mais il y en a qui en mangent beaucoup plus que nous. Moi, à mon avis, de ce que je vois au niveau des établissements depuis 4 ans, au collège, lycée et puis école primaire, on est probablement comme la métropole. On estime qu'on est à 7 kilos d'alimentation non consommée, non ouverte, jetée, et après 30 kilos par personne en moyenne, c'est des moyennes, par an. Donc ça fait beaucoup, c'est ce qu'on a fait ce matin, on l'a calculé à l'échelle de la classe, à l'échelle de l'école, ça fait de suite des tonnes de déchets jetés par an. Ils sont très sensibles notamment au fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas à manger. En Calédonie, même en Calédonie ou dans le monde. Donc là, c'est se dire, on jette alors que des gens ont faim. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le fléau du gaspillage alimentaire demeure une problématique urgente et complexe qui affecte nos ressources naturelles et économiques. Chaque année à travers le monde, ce sont des millions de tonnes d'aliments non consommés qui se retrouvent à la poubelle. L'État français, lui, s'est engagé à réduire de moitié ce gaspillage à l'horizon 2025. La Nouvelle-Calédonie, elle, ne dispose pas actuellement de réglementation. La province Sud, en partenariat avec l'ADEME, a décidé d'agir à travers le schéma provincial de prévention et de réduction des déchets. Depuis 2018, elle finance via des appels à projets des initiatives pour sensibiliser, réduire ou minimiser l'impact du gaspillage alimentaire. On a pu investir depuis 2018 à peu près plus de 30 millions pour financer ces projets-là. Alors c'est des projets qui peuvent être dans le milieu scolaire, donc on a eu beaucoup de demandes d'accompagnement avec des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Il y a Pacific Food Lab qui a aussi accompagné pendant plusieurs années des collèges, pareil en installant des tables de tri dans les cantines. On a aussi financé des projets en dehors du milieu scolaire, une application mobile, à pouvoir acheter des plats à des prix réduits en fin de journée. La CCI qui a lancé un programme de sensibilisation de la restauration, qui a pu mettre en place des doggy bags. On a financé aussi le CIE qui a créé un jeu digital de lutte contre le gaspillage alimentaire, ouvert à tous, aux établissements scolaires mais aussi au grand public, qui est en ligne. La province Sud a aussi créé un kit d'outils pédagogiques à mettre en place dans les cantines. C'est important parce que ça a été un gros projet qui est téléchargeable sur le site internet de la province aujourd'hui. Ici, à l'internat de la Foi, le gaspillage alimentaire est depuis 2014 un combat quotidien. La cantine distribue 300 repas par jour sur place. Elle livre en plus les cantines de la Foi, Moindou, Saramea et Thio. Elle nourrit 1200 élèves quotidiennement. À cette échelle, la lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue une évidence, tant pour l'équipe de restauration que pour les élèves. Les élèves rentrent par cette porte, donc ils commencent par choisir une étiquette
qui va déterminer en fait la quantité de plats chauds qu'ils veulent avoir dans leur plateau. Et donc de mesurer leur faim. Donc ils sont autonomes et eux-mêmes sont en capacité de pouvoir dire s'ils vont beaucoup manger ou un petit peu manger aujourd'hui. On a inversé les desserts et les entrées il y a peu de temps parce qu'on s'est rendu compte que ça avait un effet sur le gaspillage alimentaire aussi. Donc ils ont le choix, ils peuvent prendre le fruit qu'ils souhaitent. Donc il y a du choix en entrée et au dessert. Toujours pour la même raison, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En plus de cela, ici la lutte contre le gaspillage alimentaire passe avant tout par la conception des menus. Les produits qui entrent dans la composition des repas sont essentiellement locaux, les yaourts sont produits quotidiennement sur place, et enfin, les enfants jettent eux-mêmes les restes de leur assiette grâce à cette table de tri. Un geste aujourd'hui évident et qui tend à les responsabiliser. Côté les eaux, hein, à côté, voilà. Chaque jour, à la fin du service, les déchets sont pesés et le résultat est très encourageant. La moyenne nationale qu'a calculé, je crois que c'est 70 grammes par enfant. Voilà, avec tout le travail qu'on fait, ben on est à 8 grammes et encore Roger, là, on a les os qu'on n'a pas enlevés là. Sur le travail du pain, ben on est à 213 grammes. En 2014, dès qu'on a commencé sur la première année, on avait cette grosse poubelle là. Et sur une semaine de déchets, on est arrivé à peu près par ici là. En pain. À l'heure d'aujourd'hui, sur une semaine, donc à partir du dimanche jusqu'au vendredi midi, on remplit à peine cette boîte-là. Bon, c'est un peu la responsabilité envers les enfants, de faire des bons repas, la conception de bons menus. On cherche toujours la satisfaction avec les enfants, parce que la satisfaction, elle passe aussi par le gaspillage alimentaire. S'ils ne sont pas satisfaits, ben on le retrouve dans les déchets. L'internat de la foi est pilote en matière de gaspillage alimentaire. Il teste et met en place des procédés qu'il diffuse auprès des cantines des autres établissements de la province sud. La lutte contre le gaspillage alimentaire nécessite des actions comme celle-ci, concertées à tous les niveaux. Et les consommateurs ont un rôle à jouer. La province sud, elle aussi, a décidé d'agir. Retrouvez d'ailleurs le programme de la SERD, la CERD, sur www.province-sud.nc/SERD. 40 km, ce sont les sentiers balisés qui permettent de réaliser des randonnées pédestres, équestres et VTT au cœur d'un immense parc entre forêts humides et sèches. Balade familiale ou marche sportive d'une journée, le plan des sentiers fourni à l'entrée vous permettra de choisir votre parcours selon vos envies. Depuis Nouméa, il faut compter 1h45 en voiture pour le rejoindre, mais où va-t-on dans ce plein les yeux ? Des fougères et de la nature, bienvenue au parc des Grandes Fougères. Et la semaine prochaine, on prendra le large. Je ne vous en dis pas plus. Ce qu'il ne faut pas manquer. Et aujourd'hui, on se concentre sur la journée de ce samedi 20 avril où on bouge sur l'ensemble des communes de la province. À Dembéa, c'est la Big Up Jam à Koutio,
skate, roller, BMX, trottinette, rendez-vous au skatepark de Koutio. À Païta, Lucky Sport à la Reine du Sud sur le thème de la solidarité et de la compétition. Venez rencontrer les clubs de sport de Païta, de la province sud, le Kiwanis, et trouver votre bonheur au vide-grenier. Tous les fonds récoltés seront au bénéfice de la pratique sportive des jeunes. On monte un petit peu, encore et toujours, et direction Boulou Paris. Pour ses 25 ans, l'UPRA vous accueille à l'hippodrome pour une journée vitrine rassemblant les disciplines pour lesquelles l'élevage calédonien produit des chevaux. Western, course, saut, stock, avec de jolis lots à la clé. Il y aura des animations pour tout le monde avec un marché broussard, des spectacles, des balades à dos d'âne. Et oui, c'est l'UPRA, Equine et Assine. On monte encore et là, on est sur Bourail, toujours le samedi 20 avril. Avec une journée culturelle gratuite au Sheraton Deva, démonstration de sculpture, de tressage, vente de produits artisanaux, produits vivriers, robes de wailou, peinture grave, pierre de jade et lampes dans du bois sculpté. Bref, il y a de quoi faire sur le domaine. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. L'Hebdo du Sud Mag est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Retrouvez également notre bande-annonce tous les vendredis sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller voir les programmes qui vous intéressent. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.